Le gouvernement américain dissimule-t-il de l'information importante, voire cruciale, quant à l'existence des ovnis? Se pourrait-il que le projet Blue Book de l'armée de l'air ne soit qu'un complot élaboré pour empêcher la population de découvrir la vérité? Comment expliquer que l'on ait sommairement abandonné ce projet? Trop de gens étaient-ils sur le point de découvrir l'étonnante vérité détenue par l'armée de l'air? Les extraterrestres enlèvent-ils littéralement des humains? Sommes-nous, comme certains experts l'affirment, des cobayes pour quelques projets intergalactiques? Y a-t-il moyen de savoir qui d'entre nous sera la prochaine victime d'un enlèvement par des extraterrestres? Vous pourriez trouver la réponse troublante, voire terrifiante. Comment avons-nous réagi au phénomène des ovnis dans le passé? Les gouvernements ont-ils émis une loi quant à l'existence possible des ovnis? Au cours des 50 dernières années, les politiques américaines en matière d'ovnis ont subi des modifications bizarres. Tout a commencé en 1947, lorsqu'un avion de tourisme a survolé l'État de Washington. Un homme d'affaires du nom de Kenneth Arnold a aperçu 9 objets en forme de croissant qui survolaient en formation le mont Rainier. Arnold a d'abord cru voir des avions, mais ces avions ne se comportaient pas normalement. Il a déclaré à la presse à Yakima, dans l'État de Washington, que les objets ressemblaient à des soucoupes qui ricochaient sur un étang. C'était la première manifestation à attirer l'attention. C'est à ce moment que le terme soucoupe volante est apparu. En vertu de l'expérience d'Arnold en tant que pilote et de sa crédibilité en tant qu'homme d'affaires, les gens avaient de bonnes raisons de croire sa déclaration. D'après les explications officielles de l'armée de l'air, Arnold n'avait vu qu'un mirage, une sorte d'apparition qui flottait dans l'atmosphère. Après cet incident, des centaines de personnes ont signalé à l'armée la présence d'objets dans le ciel. En septembre 1947, le lieutenant-général Nathan Twining, chef du commandement du matériel aéronautique, a écrit au général pour lui recommander fortement d'ordonner une enquête officielle. Le 30 décembre, on a mis sur pied un projet à Wright Field, dans la ville de Dayton, en Ohio. La population savait que l'armée de l'air avait entrepris une chasse aux soucoupes volantes, alors l'opération a été baptisée Projet Soucoupe. Mais son nom officiel était Projet Sign. Le Projet Sign était une supposée tentative honnête pour tenter de percer le mystère des ovnis. Dès le début, il était clair qu'il se passait quelque chose de louche derrière les murs du Projet Sign. Cherchait-on à dissimuler la vérité? La situation était critique, car dès la première enquête, il fallait prendre un décès en considération. Le 7 janvier 1948, on a désigné le commandant Thomas Mantell pour enquêter sur un ovni dans le Kentucky. À 7000 mètres d'altitude, le personnel au sol a perdu toute trace de l'appareil et du véhicule extraterrestre. Thomas Mantell a toutefois signalé par radio qu'il s'approchait d'un immense objet métallique. Jusqu'à preuve du contraire, c'était ses dernières paroles. À 17 h, on a découvert les débris de l'avion de Mantell. Son corps se trouvait encore à l'intérieur. Que s'est-il réellement passé? Est-ce que l'avion de Mantell a été détruit parce qu'il s'était approché d'un ovni? Tout ce que nous savons, c'est qu'on a éliminé toute trace de l'avion du capitaine Mantell et que depuis, c'est une affaire classée. Pourquoi? Parce que le capitaine Mantell décrivait la scène en direct à la tour de contrôle, et ce jusqu'à ce qu'il s'évanouisse par manque d'oxygène. L'enquêteur en charge du projet Sign a donc décidé que ce mystérieux objet n'était en fait que Vénus. L'armée de l'air a expliqué la mort du capitaine Mantell avec les prétextes les plus farfelus. Le capitaine Mantell était un jeune pilote de haut calibre. Il était chevronné et très intelligent. L'armée a d'abord insulté son intelligence en disant qu'il était à la poursuite de Vénus. Puis elle a déclaré qu'il avait atteint une trop haute altitude, qu'il avait manqué l'oxygène pour ensuite s'évanouir et s'écraser avec son appareil. L'armée fournit toujours des excuses complètement absurdes lorsque vient le temps d'expliquer ce genre de phénomène. Après que les membres du projet Sign eurent annoncé que Mantell poursuivait Vénus ou une quelconque étoile, leurs supérieurs ont insisté pour les précéder dans leurs enquêtes à venir. Le 24 juillet 1948, au matin, quelque chose se produit que même l'équipe du projet Sign n'est pas en mesure d'expliquer. C'est le début d'une ère nouvelle en matière d'investigation extraterrestre internationale.
Mais que s'est-il donc passé pour que le cours des enquêtes militaires officielles change à ce point? La réponse après la pause. Si les études menées par l'armée de l'air suggèrent d'abord un certain scepticisme, pourquoi n'en est-il plus ainsi? Le 24 juillet 1948, peu après 2 heures, un aérobus DC-3 survole la ville de Montgomery, en Alabama, à 1500 mètres d'altitude, lorsque l'équipage et un passager signalent la présence d'un aéronef comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. D'après les témoins, il ne s'agit ni d'un avion ni d'un ballon-sonde. Lorsque l'équipe du projet Sign a entrepris de découvrir l'origine d'un objet aperçu dans le ciel de Montgomery en Alabama, elle a constaté que 2 individus au sol avaient été témoins du même phénomène. Il était donc impossible que ce soit un météore ou une réflexion quelconque. C'était forcément un type d'aéronef, un aéronef totalement différent de ceux qui existaient à cette époque, soit en 1948. Du moins pas à notre connaissance. Cette apparition a-t-elle, à elle seule, changé la philosophie du projet Sign? Un problème est survenu lorsque le personnel du projet Sign, à qui on avait promis un accès total aux données militaires, est arrivé à une conclusion différente. Ce phénomène était bien plus complexe que l'armée ne l'avait insinué. Les données qui indiquaient que nous avions affaire à une présence extraterrestre n'ont jamais été rendues publiques. Des décisions stratégiques ont été prises afin que l'information ne soit jamais divulguée. On allait soit expliquer le phénomène, soit dénigrer l'auteur du rapport. L'armée est même allée jusqu'à discréditer son propre personnel, ce qui est complètement absurde. Au fil des ans, j'ai fait de nombreuses enquêtes sur les pilotes qui prétendent avoir été témoins de phénomènes étranges. J'ai choisi de me spécialiser dans l'étude des pilotes pour diverses raisons. D'une part, ils sont extrêmement bien entraînés et ils évoluent dans un environnement qui permet une excellente visibilité. Les pilotes bénéficient entre autres d'un point de vue privilégié dans plusieurs directions. Ils peuvent même changer de cap à leur guise afin de suivre les traces d'un ovni. D'autre part, de nombreux appareils sont dotés de dispositifs spéciaux qui permettent de capter l'énergie électromagnétique. Les pilotes peuvent aussi communiquer par radio afin de demander secours au personnel au sol. Ils sont loin d'être des témoins complètement isolés car ils peuvent compter sur des radars et des systèmes d'assistance météorologique ou militaires. Les pilotes sont, pour ainsi dire, toujours accompagnés par d'autres professionnels. Si l'on accorde une si grande crédibilité aux pilotes, comment se fait-il que ces derniers ne soient pas pris au sérieux dans les rapports de l'armée de l'air? Le gouvernement américain ainsi que d'autres gouvernements ont, semble-t-il, nié les preuves de l'existence des ovnis, ou du moins tenté de les dissimuler. Si c'est la vérité, c'est compréhensible. Ils ont peut-être agi de la sorte afin de protéger les technologies de pointe qu'ils étaient en train de mettre au point. En outre, il est possible qu'ils aient découvert l'existence des ovnis et qu'ils ne veuillent pas admettre que nous ne sommes pas de taille à lutter contre eux. En 1948, l'équipe du projet Sign a rédigé un compte-rendu de la situation. Le contenu exact de ce compte-rendu, ainsi que l'identité de ses auteurs, reste à ce jour encore inconnu. En gros, ce compte-rendu précisait qu'il s'agissait effectivement d'un phénomène extraterrestre et donnait un aperçu des systèmes de propulsion. On a envoyé le précieux document à George Vandenberg, chef d'état-major de l'armée de l'air à l'époque. Vandenberg a étudié le document et a conclu que son contenu était ridicule et absurde. Il a alors ordonné que tous les exemplaires du document soient détruits, ce qui explique que l'on en ignore aujourd'hui la nature exacte. Si les rapports ne contenaient aucune information confidentielle, pourquoi ont-ils été détruits? À l'époque, le général Hoyt Vandenberg était en mesure de connaître les secrets du gouvernement. Il détenait des informations qu'il ne pouvait même pas divulguer aux membres du projet Sign. Il semble que lorsque l'équipe du projet Sign a confirmé l'existence des ovnis, Vandenberg était déjà au courant. Il ne pouvait alors que démentir le contenu du rapport et en détruire chaque exemplaire. C'est à partir de ce moment que l'on peut retracer toutes les tentatives de certains membres du personnel militaire pour tenter de taire la vérité entourant les ovnis.
Les États-Unis et les puissances européennes importantes sont impliqués dans cette étude et tentent de garder le monopole sur la diffusion de l'information relative aux ovnis afin de dissimuler la vérité. Comment expliquer que le gouvernement américain ait mis sur pied un projet afin d'en apprendre davantage sur les ovnis pour en détruire ensuite les résultats? L'équipe du projet Sign avait-elle découvert un secret qui ne devait pas être dévoilé? Quoi qu'il en soit, le fait que le projet Sign attire alors les foudres du chef d'état-major entraîne inévitablement sa suspension. On a rebaptisé le projet Sign pour le projet Grudge, sous prétexte que l'équipe originale manquait de cran. L'équipe du projet Grudge a tenté de récolter les témoignages de gens qui étaient disposés à relativiser le problème des ovnis. Le projet Grudge a ensuite été tourné en ridicule. Un incident d'une ampleur exceptionnelle force à nouveau l'armée à remettre sa position en question. En 1951, les corps de transmission des stations de poursuite de l'armée à Fort Monmouth, dans le New Jersey, repèrent plusieurs objets au mouvement rapide qui survolent la base militaire. Des témoins au sol déclarent avoir vu les mêmes objets survolant la région de façon répétitive. Les États-Unis étaient en pleine guerre froide et s'impliquaient de plus en plus dans la guerre de Corée. On prenait tout objet dont la trajectoire rapide était captée par les radars pour un missile ennemi. À maintes reprises, un certain missile a violé l'espace aérien américain à une vitesse si grande que les radars ont été incapables de le détecter. En vertu des preuves dont ils disposaient, certains gouvernements et certaines autorités ont conclu d'emblée qu'il s'agissait bel et bien d'une présence extraterrestre. La vague d'apparition de 1952 a été l'une des plus importantes de l'histoire. En guise d'explication, les autorités ont dit à la population qu'elle avait mépris un ovni pour ce qui n'était en fait que Vénus. Les autorités ont inventé les prétextes les plus absurdes portant, de ce fait, atteinte à l'intelligence de nombreux Américains. L'équipe du projet Grudge avait même répertorié des manifestations non identifiées. De plus en plus de gens sont maintenant terrifiés et la nation exige des explications à l'armée de l'air. Quoi qu'elle fasse, l'armée de l'air ne pouvait contourner la situation et les rapports d'ovnis se faisaient de plus en plus nombreux. En 1951, le projet Grudge est devenu le projet Blue Book, ou projet ouvert. Ce qui signifiait que l'on pouvait maintenant rassembler des rapports afin de les étudier. Est-ce que l'équipe du projet Blue Book entreprendra un jour une série d'enquêtes sur les ovnis? Est-ce que l'armée de l'air utilisera enfin ses ressources afin de découvrir la vérité? Après la pause, les circonstances étonnantes de la création du projet Blue Book et l'incident que le gouvernement ne pouvait pas se permettre d'ignorer. Au cours des années 50, les Américains sont de plus en plus nombreux à signaler la présence d'ovnis. La plupart attendent impatiemment de recevoir des explications officielles quant à ce phénomène étrange et espèrent que l'armée de l'air sera en mesure de les rassurer. L'armée de l'air s'est alors donné comme mission de réduire au maximum le nombre de rapports. L'armée devait trouver des explications aux manifestations extraterrestres, mais pas forcément les bonnes. Les explications aux phénomènes extraterrestres sont alors devenues très farfelues. Selon les rapports, les témoins n'avaient pas aperçu d'ovnis, mais bien quelque chose d'autre. D'après l'armée, une fois que le nombre de rapports allait être réduit au maximum, la population comprendrait qu'il était possible d'identifier tous les objets qui traversaient le ciel. L'armée de l'air voulait pouvoir se vanter d'avoir la situation bien en main. Après 1953, la mission de l'équipe du projet Blue Book n'était plus de prouver l'existence des ovnis. Si nous supposons que les ovnis sont bel et bien des visiteurs d'une autre planète, comment expliquer que l'on taise cette réalité? Le projet Blue Book a connu ses heures de gloire en 1952 lorsqu'il était présidé par le capitaine Ed Ruppelt. Ruppelt était un homme juste qui s'était donné comme mission de résoudre le mystère des ovnis. Hynek disait qu'il y avait des gens crédibles dont le récit pouvait l'être moins.